J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, la politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors cette semaine, on va parler de ce petit groupe qui fait trembler le gouvernement, le groupe parlementaire LIOT, qui a déposé un texte d'annulation de la réforme des retraites. Ça sera voté le 8 juin et ça fait trembler l'exécutif. Également, au programme, le pas de deux entre le gouvernement et les Républicains sur l'immigration. Vont-ils pouvoir s'entendre? Et enfin, last but not least, on va évoquer la passe d'armes entre le président et la première ministre autour de la stratégie, la bonne stratégie à adopter face au FN. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique, les Top Gun du décryptage, ça commence comme ça. Ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Aujourd'hui, en plus, c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'inévitable Arlette Chabot. Je vous remercie pour inévitable. Éditorialiste. Vous évitez, mais il n'a pas pu. Arrêter. Ça commence bien si je peux même pas présenter les invités. Éditorialiste politique LCI. Bonsoir Arlette. Bonsoir. L'indispensable Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Et l'inénarrable Françoise Degois. J'aime être inénarrable, inénarré. Et éditorialiste, conseillère en communication politique. Bonsoir Françoise. Bonsoir David. Je vous rappelle la règle du jeu, même si bien sûr vous la connaissez. Ici, pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, premier sujet de notre débat, l'appel du 8 juin. Il a été lancé par LIOT, le petit groupe qui monte et qui pourrait faire très mal au gouvernement. Alors, ce petit groupe parlementaire LIOT, ça veut dire Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. J'ai bon, Françoise, c'est ça? Tout bon. A déposé une proposition de loi visant à abroger la réforme de la retraite et le passage de l'âge donc de 62 à 64 ans. Elle sera votée le 8 juin à l'Assemblée. Et le pire pour le gouvernement, c'est qu'elle a des chances de passer cette proposition de loi, Arlette, non? C'est-à-dire le gouvernement a quand même compris qu'il fallait faire quelque chose pour éviter que on arrive en débat. Mais retard que jamais. On a vu aujourd'hui que la commission évidemment des affaires sociales a voté contre. On sait que l'article 40, c'est inconstitutionnel, avait déjà dit la première ministre, parce qu'effectivement, on supprime la réforme des retraites, donc on crée une dépense nouvelle, il n'y a pas de recette, même s'il rajoute dans ce groupe l'augmentation des taxes sur les tabacs. Bref, c'est un truc très compliqué sur le plan parlementaire. C'est de la combine politique quand même, des deux côtés, parce qu'on est en train de faire de la politique et pas au plus grand, au plus beau, science niveau, au plus haut niveau. Bon, reste que si le gouvernement accepte et va jusqu'au vote, effectivement, il y a un risque. Il y a un risque que l'Assemblée ne vote ce texte, cette proposition de loi LIOT, et que le gouvernement, ce serait évidemment un coup de tonnerre politique pour le coup, et repousse et rejette la réforme des retraites. Donc, on est dans des pressions diverses et variées à l'intérieur du groupe DLR. On a changé des membres de la commission des affaires sociales pour être sûr qu'ils votent comme le voulait la direction du groupe, c'est-à-dire contre ce fameux article 1 qui abroge le report à 64 ans de l'âge de départ. Du côté du gouvernement, on est quand même hyper attentif. On fait des pressions énormes sur la présidente de l'Assemblée pour qu'elle dise le jour du vote, non, on ne vote pas cette proposition de loi. Bon, donc tout ça est pas terrible, et ça nous ramène à d'autres questions beaucoup plus importantes. C'est est-ce qu'on peut quand même continuer à gouverner avec cette Assemblée? Comment se comportent les partis politiques? Et troisièmement, comment fonctionne notre démocratie? Françoise Degois. Moi, je ne mets pas de signe égal. Moi, je vous trouve très sévère en disant des deux côtés. Non, j'en ai marre de mettre des signes égaux. La réalité, c'est qu'à un moment donné... Mais non, mais Arlette, on peut être de l'extrême... J'ai le droit de sourire aussi. Oui, on peut être de l'extrême centre. Si, vous avez le droit de sourire. Mais c'est trop facile de dire un signe égal, tout le monde magouille. Non, la réalité, vous avez... tout le monde... Non, la réalité, vous avez... à un moment donné, moi, je ne crois pas que c'est de la petite politique. Je crois qu'au contraire, c'est
de la grande politique. À un moment donné, est-ce que ce Parlement, cette Assemblée peut voter ou pas sur un texte? On a bien compris que la réforme des retraites ne concerne pas que la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est pas un espèce de petit truc chichi-pampan. Ça touche profondément au modèle de société auquel on croit. Et au contraire, moi je trouve que Liot a eu absolument raison de déposer ce texte pour enfin pouvoir voter. Et les atermoiements de Yael Braun-Pivet, pardonnez-moi, mais je lui décernerai jamais la médaille du courage. Yael Braun-Pivet, c'est toujours la dame qui est jamais d'accord et qui finalement paraît d'accord et assez vite. Hein. On n'a pas besoin de lui tordre trop longtemps le bras dans une salle de torture. Je suis désolé de vous le dire. Sur l'affaire Benalla, elle aurait bien aimé faire une commission d'enquête. Oh ben elle n'a pas pu. Sur le 49.3, j'aurais tellement aimé ne pas avoir à l'utiliser. J'ai dit là au président à quel point. Oh ben finalement on l'utilise et là ça recommence rebelote. Écoutez, moi je veux bien, à un moment donné, quand on est président de l'Assemblée nationale, on a un vrai pouvoir. Elle-même, elle affaiblit ce pouvoir-là. Et puis elle aurait pu être face à son destin, Yael Braun-Pivet, être la présidente, comme on a eu des grands présidents, qui corrigent la verticalité de plus en plus délirante d'Emmanuel Macron. Elle ne le fait pas. On va surfer, godiller comme ça jusqu'à l'entrée en séance. Arlette, là où vous avez raison, ce serait un séisme politique si cette loi était votée, mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné le chaos? Est-ce qu'à un moment donné, pour en revenir à ce que vous dites... Une dissolution suffirait. Mais non, mais le chaos, mais c'est très important, c'est là où les choses se réorganisent. Comment on va continuer comme ça pendant 4 ans? Non, c'est un cauchemar. J'ai posé la question. Jean-Sébastien, est-ce que vous êtes d'accord avec... je reviens sur le point d'Arlette. Est-ce que c'est de bonne guerre, à la fois de la part de Liot et des oppositions, et de l'autre part, de la part du gouvernement? Je trouve que c'est un cocktail où il y a 2 dimensions. Il y a une dimension noble malgré tout, parce que ça pose la question du rôle du Parlement, ça pose la question de la démocratie véritablement, le fait que cette loi n'ait pas été votée, bref, de tout ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé. L'article 40 lui-même est contestable, parce que finalement on considère que les parlementaires seraient des espèces d'irresponsables qu'il faudrait mettre sous tutelle juridique pour être certain que surtout ils ne votent rien que ne souhaiterait pas. Donc l'article 40, on n'a pas le droit de voter des dépenses sans qu'elles soient compensées par des recettes. Voilà, qui allège une charge ou qui allège des recettes ou qui alourdissent Jean-Sébastien, on est d'accord, les amis, qu'il a été utilisé une seule fois. Parce que c'est Woerth qui s'en est auto-saisi, je crois, en tant que président de la commission. Absolument. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un débat qui est très important. Que voulons-nous pour notre démocratie? Moi, je trouve que c'est totalement absurde de souhaiter de la démocratie directe. On n'est pas dans un village où on peut tous se rassembler sur la place. On a besoin d'un parlement. On a besoin de démocratie. Oui, vous verrez ce qui va vous arriver. Ah ben je sais, c'est écrit déjà. Mais non, tout se passera très bien, François. Et donc, on a besoin d'une démocratie représentative, on a besoin de reconstruire des partis, on a besoin de reconstruire une démocratie sociale, des syndicats, etc. Là où, par ailleurs, je trouve qu'il y a une dimension Baldet-Tartuffe, pour aller aussi dans le sens d'Arlette, de la part du gouvernement, cette rigidité, ce formalisme sur la Constitution, pardon, mais le gouvernement a délibérément, lui, déposé un projet de loi dont il savait que certains articles étaient inconstitutionnels, puisque le Conseil d'État l'avait alerté sur le fameux index senior, notamment. Donc, venir, alors, c'est scandaleux, c'est une atteinte à la démocratie, parce que là, les parlementaires ne respecteraient pas le fameux article 40, alors que, comme vous le rappeliez, François, en général, les propositions de loi, on ferme les yeux, tout simplement parce qu'elles ont assez peu de chances d'être adoptées. C'est de bonne guerre, ces petites procédures parlementaires, c'est de la technique, c'est de la politique, mais ça fait partie de la politique. Ça fait partie de la vie politique, effectivement. Après, ce sera un coup de tonnerre symbolique, parce que en soi, cette proposition de loi n'aurait aucune chance de finir par être adoptée. Mais moi, je pense qu'Emmanuel Macron devrait s'inspirer de Pedro Sanchez. Il n'a pas de majorité. Il n'a pas compris que quand on le savait pas, les institutions de la Ve République sont très plastiques. On avait eu la configuration majorité absolue, c'est un régime présidentiel. On avait eu la configuration, il n'y a pas de majorité, ou en tout cas, il y a une majorité absolue opposée à celle du président, c'est un régime parlementaire. On savait pas ce qui se passait dans l'intervalle. Et ben, clairement, ça doit être un régime parlementaire. Et Emmanuel Macron continue à avoir une pratique présidentielle. De toute façon, ça ne pourra qu'aller au clash et aggraver les tensions. Pedro Sanchez, lui, a compris. Et ben, il dissout le Parlement espagnol pour essayer de créer une nouvelle donne politique. Au lendemain d'une élection ratée pour la gauche. Je trouve ça intéressant, Charles de Courson, que quelqu'un d'aussi modéré que Charles de Courson. Charles de Courson, figure majeure du groupe Liot, qui est quand même un parlementaire depuis 30 ans, qui fait quasiment l'unanimité sur tous les bancs. Il fait partie de ces parlementaires. Je pensais à Pierre Mazot dans son registre à l'époque. Et voilà, de la gauche à la droite, Charles de Courson, c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté. Qu'un homme aussi mesuré, modéré, aussi puisse dire
Avant-hier, ce gouvernement finira par être renversé. Moi, j'ai été frappé par les mots de Charles de Courson. Mais d'un point de vue parlementaire. D'un point de vue parlementaire, non, mais ça dit à quel point nous sommes au bout du bout. Pardon, mais Charles de Courson, centriste, modéré, comme vous le dites, il a quand même eu des propos extrêmement radicaux, extrêmement durs à l'égard de toute cette réforme et de la technique du gouvernement. Mais c'est ce que je vous dis. C'est pour vous dire que quand on a des gens comme Laurent Berger ou Charles de Courson qui habituellement ont construit leur travail politique, leur travail syndical sur la modération et le consensus, en arriver à mettre Berger dans cet état et de Courson à l'Assemblée, ça veut dire quand même qu'il y a un souci. Vous n'êtes pas d'accord, Arlette Chabot? Si, mais je suis d'accord que M. de Courson est énervé et aujourd'hui incarne effectivement la défense du parlementarisme. Juste, quand je disais tout à l'heure, petite combine, c'est qu'effectivement, ce texte ne sera pas voté parce que même s'il était adopté à l'Assemblée, encore une fois, on est dans la technique parlementaire, quand serait-il examiné au Sénat? Peut-être jamais. Donc au fond, on est dans le symbolique en réalité. On est dans le symbolique. Donc le symbolique, au bout d'un moment, c'est énervant, je trouve. C'est pour ça que je dis tout le monde joue. C'est quand même de la technique parlementaire. Donc le problème, c'est depuis le début, c'est le 49.3. C'est-à-dire que le péché originel. Mais on y revient parce que le gouvernement aurait dû accepter effectivement qu'il y ait un vote. On ne peut pas faire une réforme des retraites de cette manière. Ça n'est pas possible. C'est ça le péché originel. Alors aujourd'hui, on est article 40 d'un côté, les autres font une proposition de loi. Ça n'est pas que de la... je suis absolument d'accord avec vous. C'est un usage politique, il y a de la technique parlementaire, pas l'essentiel. Mais il pourrait y avoir une dimension politique. Et c'est là où, effectivement, pour aller dans votre sens, d'ailleurs, on voit à quel point c'est le bal des tartuffes. Parce qu'il n'y a pas de le coup de tonnerre symbolique, ce serait quoi? C'est qu'on constaterait qu'il y a une majorité de rejet. Mais une majorité de rejet n'est toujours pas une majorité de projet. On peut faire semblant. Mais c'est pas grave, ça. Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est symbolique. Mais ça n'empêche pas que les oppositions ne se sont pas mis en situation de créer une alternance. Parce que si c'est le cas, si le seul vote des députés sur ce texte est un vote qui retoque la réforme, qu'est-ce que ça donne? Quel est l'impact politique? Mais l'impact politique, ça veut dire qu'à ce stade-là, si vous voulez, après, Emmanuel Macron peut continuer à rester et aller jusqu'au bout du bout, d'être acculé dans un coin de la pièce et continuer à dire j'ai raison. Il peut le faire, il n'y a aucun problème, ça peut correspondre à son tempérament. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que en termes politiques, au-delà symbolique, en termes politiques, ça valide l'idée véritablement que ce président n'a plus de majorité et que véritablement le Parlement, s'il n'a pas pris les clés du camion parce qu'il n'a pas de majorité de substitution, en tout cas, a pris un pouvoir dans ce pays dont le président de la République doit tenir compte. Quand vous êtes à ce point... de manière générale, d'ailleurs, au-delà de cette question-là. Quand vous êtes à ce point décalé entre les représentants de la nation, que sont les députés, et ce que vous voulez, vous avez un vote contre. Je veux bien tout ce qu'on veut, il est têtu, etc. Mais à un moment donné, vous êtes obligé de faire le constat que dans l'esprit des institutions, ça fonctionne plus. Et c'est dissolution, à minima. Jean-Sébastien Ferjou. On écoute juste un instant Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Lui considère que ce vote, c'est une machine à déception. On l'écoute. C'était sur CNews. C'est une proposition de loi qui est inconstitutionnelle et irresponsable. Pourquoi irresponsable et inconstitutionnelle parce qu'elle propose rien de moins que d'alourdir la dette publique de 15 milliards d'euros par an. Et l'article 40 de la Constitution dit que les initiatives parlementaires ne peuvent pas créer des dépenses sans prévoir les recettes qui vont avec. Cette loi n'aura donc jamais été votée à l'Assemblée. Et Monsieur le ministre. Elle a été. Alors, pardon, mais vous savez, dans la Constitution, il y a des choses très simples. À l'Assemblée, elle n'a pas été votée. Lorsque vous engagez votre responsabilité, lorsque la Première ministre a engagé la responsabilité du gouvernement, elle ne l'engage pas dans le vide. Elle engage sur un texte, le texte de la réforme des retraites. Rejeter la motion de censure revient à considérer le texte comme adopté. Je reviens à la séance. Tout à fait pareil. C'est constitutionnel, donc c'est inscrit dans le texte démocratique. Je reviens à la séance du 8 et à cette proposition de loi du groupe Lyot. Elle alourdit le déficit de 15 milliards. Il faut qu'ils nous disent comment on fait. Est-ce qu'on fait des dépenses qu'on sacrifie sur l'éducation, sur l'écologie, sur les transports, sur la sécurité? Parce que pour trouver ces 15 milliards, il va falloir les enlever ailleurs. Est-ce qu'on baisse les pensions de retraite? Est-ce qu'on augmente les cotisations? Est-ce que les Français sont prêts à payer 700 ou 1000 euros de plus par an à partir de 2030 pour assumer de telles conséquences? Donc ça n'est pas constitutionnel et ça n'est pas responsable. Et donc c'est une machine à déception.
L'argument est classique, machine à déception, irresponsable, Mais on est inconstitutionnel. Jean-Sébastien Ferjou. Moi, je trouve qu'on est au cœur des dysfonctionnements de la démocratie française. Regardez, le Conseil constitutionnel l'a lui-même relevé. Le problème, c'est que les études d'impact sont très mal faites. Le problème, c'est que ce chiffre de 15 milliards d'économies, personne ne peut être certain qu'il est réel. Alors, il y a une complexité inhérente au système. Enfin, il faut dire qu'en France, on n'est quand même pas très regardant sur, regardez, la manière dont d'ailleurs le même Olivier Dussopt avait osé répondre au Parlement « Je n'ai pas de compte à vous rendre » à Jérôme Gage, un député qui lui posait une question. C'est pour le coup parfaitement antidémocratique si l'exécutif a des comptes à rendre au Parlement. Et ces études d'impact qui sont mal faites, cette réforme des retraites, parce que c'est ça le péché originel par rapport à d'autres conflits autour des retraites, c'est que là, Emmanuel Macron fait face à un double procès. Il y a ceux qui disent c'est injuste, puis il y a ceux qui disent c'est inefficace parce que de toute façon, le compte n'y est pas, vos comptes ne sont pas bons. Mais enfin, à un moment, dans une démocratie qui fonctionne correctement, on devrait pouvoir être certain, il devrait y avoir plus de transparence sur les chiffres, des études d'impact qui soient faites sérieusement, que le Parlement se saisisse de tous les moyens qui devraient être les siens pour contrôler l'action de l'exécutif, que Bercy soit plus clair dans les chiffres, Bercy ou pas seulement d'ailleurs, les ministères en charge de la sécurité sociale, etc. Et ça n'est pas fait, et tout le monde s'en satisfait. C'est là où on est dans un côté balle des tartuffes, et finalement on se satisfait de faire de la politique un peu sur les symboles. Mais les Français, ce dont ils ont besoin, je pense, sur des sujets aussi importants, parce que ça a été perçu comme affectant leur vie, c'est qu'il y ait de la transparence, de la clarté, et que le boulot soit fait. Le boulot n'est fait ni par le gouvernement, ni par le Parlement. Juste un petit point, je voudrais qu'on fasse un focus sur ce groupe Lyotte qui rassemble des élus corses, d'outre-mer, de gauche, de droite, du centre. C'est un peu un melting pot. Je rappelle que ce groupe, il avait failli faire tomber le gouvernement en déposant une motion de censure en mars. C'était pas passé loin, c'était 9 fois près de mémoire. Est-ce que c'est le nouveau cauchemar du gouvernement, ce groupe Lyotte? Et qu'est-ce que ça dit de notre vie politique? Surtout, ce qui est drôle, c'est que c'est un des groupes sur lequel le gouvernement comptait, au contraire, pour élargir sa majorité. Donc c'est ça qui est amusant dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en recherche d'alliés, il y avait d'un côté, je regarde avec un grand sourire du côté des Républicains, et je regarde ce petit groupe Lyotte qu'on peut sans doute amadouer avec quelques petites mesures, dispositions qui auraient pu être prises façon Michel Rocard à l'époque. Façon clientélisme. Voilà. Puisque vous dites tout de suite, vous dites Outre-mer et Corse, c'est pas sympa. Mais non, c'est pas pour ça qu'on le disait. Non, mais c'est pas toi qui l'as dit. Non, mais on parlait de Michel Rocard à l'époque. Tu sais bien, c'était carrément en sonnant et trébuchant. Je sais. Les ronds-points, comme disait M. Carcassonne. Donc au fond, le paradoxe, c'est que la menace vient du groupe sur lequel le gouvernement mal de majorité absolue espérait s'appuyer. Ça, c'est quand même un des paradoxes qui dit dans quel état, dans quelle situation il se trouve aujourd'hui. C'est une énorme erreur d'appréciation stratégique du gouvernement. Mais vous savez, je pense qu'on nous a présenté Emmanuel Macron comme d'abord un grand intellectuel corseté. On se rend compte à quel point sa pensée est d'un vide sidéral absolument total, une adaptabilité aux événements et à l'ère du temps qui est tout à fait déconcertante. Si, le vide sidéral, Le vide, oui, mais l'adaptabilité, Hannah Arendt disait, vous savez où se niche le mal, dans le vide sidéral de la pensée. C'est là que vient le mal. Donc, moi, j'aime bien citer Hannah Arendt. C'est-à-dire que l'adaptabilité avec le vide, c'est une combinaison. Non, mais ça s'appelle le vent. Vous savez, l'adaptabilité du vide, vous savez, le vent est vide et il est adaptable. C'est pas la girouette qui tourne. Mais là, ce que je dois dire sur Lyotte, donc faute de perception, incompréhension de ce qu'est le Parlement. Et Lyotte, vous savez, en japonais, il y a ce qu'on appelle le kaname. Le kaname, c'est le cylindre. Non, mais je le dis parce que c'est intéressant. C'est le cylindre qui regroupe toutes les lames de l'éventail. Vous voyez? Et ben Lyotte, c'est exactement ça. On peut voter une motion de censure présentée par Lyotte. Aujourd'hui, tous les groupes peuvent voter. Il n'y a rien de dérangeant pour le Rassemblement national, pour la France insoumise, pour les Verts, de voter Lyotte. Oui, ça ne pose aucun problème. Si demain la France insoumise ou la NUPES fait une motion, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, les Républicains sont tranquilles. Tout le monde est tranquille. Et c'est en ça que réside la force de Lyotte, c'est cette capacité finalement à ne déranger personne et à être capable de recueillir. Et Charles de Courson l'a dit, si jamais la loi n'est pas examinée, ça se finira en motion de censure. Peut-être qu'elle passera celle-là. Donc sur un malentendu, ça pourrait marcher. Merci pour ces commentaires et ces analyses. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de notre débat consacré à la possible alliance entre LR et la Macronie sur l'immigration. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.
Radio J, ça reste entre nous. Deuxième sujet de notre débat, l'immigration. La droite, on s'en souvient, avait mis le paquet il y a 10 jours sur cette question. Éric Ciotti, patron de LR, Olivier Marleix, Bruno Retailleau, les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat avaient donné une grande interview au JDD. Ils détaillaient les mesures qu'ils proposaient pour mettre fin à l'immigration sauvage, je cite. Et ils avaient adressé un message au président Macron pour qu'ils reprennent leur projet. Chiche, monsieur le président. Eh bien, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il leur a répondu dimanche dans Le Parisien et il dit « Chiche, travaillons ensemble ». Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que le gouvernement et les Républicains peuvent s'entendre sur ce sujet ? Est-ce que c'est possible au vu des propositions des uns et des autres ? La question est qui sont les Républicains ? Ou en tout cas, de qui parle-t-on chez les Républicains ? Alors déjà, ceux-là, Ciotti, Marleix, Retailleau, dans un premier temps. Eux, ils ont demandé deux choses quand même, avec quelque chose d'assez clair, un référendum, enfin un double référendum en quelque sorte, une modification de la Constitution permettant des référendums d'intégrer, en tout cas dans l'article 11, le fait de faire des référendums sur l'immigration et le fait de pouvoir changer la hiérarchie des normes. Je ne crois pas une seconde. De manière à ce que la souveraineté française s'exerce en dépit des traités européens. C'est ça. En tout cas, dans des cas extrêmement limités, que cette possibilité-là existe quand elle a été validée justement par référendum pour exprimer la souveraineté vraiment populaire des Français. Maintenant, je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron leur accordera ça. Et c'est toute la limite du en même temps de toute façon. Vous pouvez avoir Gérald Darmanin qui est un interlocuteur. Ça n'empêche pas que le président de la commission des lois demeure Sacha Houlié et que Sacha Houlié, c'est l'aile gauche de la Macronie. Qu'Elisabeth Borne, pareil, tique sur ces sujets-là. Elle a une sensibilité de gauche, dit-on. Je ne sais pas si ça veut dire d'ailleurs grand-chose au-delà de vraiment la pure symbolique de nos jours. Donc pour vous, vous venez de torpiller cette possibilité. Il n'y aura pas d'accord compte tenu de ce désaccord, justement. Je ne sais pas tellement quel est l'intérêt des Républicains à l'heure actuelle, d'autant que le groupe à l'Assemblée nationale est extrêmement divisé. Donc pourquoi se tirerait-il une balle dans le pied pour rendre un service à un pouvoir qui lui-même paraît à bout de souffle ? Parce que leurs électeurs ne veulent pas de ça. Ils ont déjà été confrontés à vraiment la colère, la bronca de toute une partie de ceux de leurs électeurs qui sont restés à droite en disant « Pourquoi n'avez-vous pas voté la motion de censure ? Nous avons voté pour vous, pour que vous soyez dans l'opposition. » Pas pour offrir des issues de secours à la majorité actuelle. J'ai la même analyse. Enfin, honnêtement, pourquoi ferait-il un tel cadeau à Emmanuel Macron ? Quel est l'intérêt ? Mais vraiment, je le redis à chaque fois, les Républicains sont face à leur destin. Imaginez d'accompagner Macron dans cette espèce d'inertie qui va durer jusqu'à la fin du quinquennat en pensant que tu vas encosser le jackpot à la fin par simple vase communicant. C'est une erreur fondamentale. Ils n'ont pas compris ça. Moi, je me demande parfois quel est leur sens politique. On est dans un moment où il faut... c'est un moment de rupture pour les Républicains. S'ils veulent pas, sinon, c'est le cercueil et les clous de toute façon en 2027. Je ne comprends pas qu'ils ne le comprennent pas. Et là, ils promènent le chien. Gérald Darmanin aurait tort de se gêner. On promène le chien. Alors on y va, nani, nana, etc. Ça aboutira... Non, mais ça fait... Avec un éventail japonais. Non, mais c'est une très bonne expression qu'employait souvent François Hollande. Vous avez fait quoi ? J'ai promené le chien. Donc ça veut dire on parle pour ne rien dire, on occupe l'espace médiatique... Et à la fin des fins, je pense qu'on n'arrivera absolument à rien. Et parce qu'il y a une logique politique, je ne comprends pas que les dirigeants actuels des Républicains ne comprennent pas que hors la rupture, pour eux, pour ce parti, point de salut. Encore faut-il avoir quelque chose à dire. Je voudrais qu'on m'explique ce que Laurent Wauquiez a à dire sur le sujet. Il y a un élément humain sociologique, c'est-à-dire que quelques-uns, quand même, quand on s'engage en politique, on rêve souvent d'être ministre, par exemple. Et il y en a un certain nombre qui se sont dit, si ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fera pas. Oui, mais ça rentre en ligne de compte. Vous avez absolument raison. Mais je dis pas qu'ils ont raison de penser comme ça. Dans ce que vous dites, vous avez absolument raison. C'est une arme extraordinaire, d'ailleurs, pour tout président de la République, pas simplement Emmanuel Macron, de promener le chien, justement. Alors voilà, peut-être le Marocain, etc. À la fin, il n'y a rien. Je suis d'accord avec vous. Donc, disons-leur clairement, nous connaissons bien Emmanuel Macron. Sachez que ne croyez pas ce que vous promettra Emmanuel Macron. Ne croyez jamais ce que vous promet François Hollande, comme ne croyez jamais ce que vous a promis Nicolas Sarkozy. C'est une règle. Donc, Macron aurait bien tort de se gêner, il s'amuse, il laisse s'amuser Darmanin, et puis on va arriver dans une espèce de grand gloubi-boula. Une démonétisation de la parole publique. Je suis pas sûr qu'il s'amuse beaucoup, quand même, ou que ça amuse beaucoup les Français, parce qu'au fond, c'est quand même un... Pardon ? On parle de lui, je dis Macron s'amuse. Oui, je suis même pas sûr qu'il s'amuse d'ailleurs. Je pense que c'est quand même assez catastrophique. C'est-à-dire qu'il va se passer avec l'immigration, ce qui s'est passé en gros avec les retraites, sauf que là, c'est l'initiative vient effectivement des Républicains qui
ont le chiche, ils ont réussi un coup politique, ils ont occupé l'espace, ils font pression sur le gouvernement, donc étape 1 plutôt réussie. Après, c'est la première fois que les LR réussissaient à mettre la Macronie en difficulté depuis 2017 quand même. Oui, est-ce qu'elle est en difficulté, attendez, point numéro 1 d'abord, parce que les allers-retours du gouvernement, il y a un projet, il n'y a pas de projet, on le fait à l'automne, on le fait au mois de juin. C'est une priorité, ça ne l'est pas, ça l'est à nouveau. On fait deux textes, on coupe en deux. Entendons-nous, où est-ce que vous voyez que les Républicains marquent le point là sur cette crise ? Dans l'opinion, moi je le dis, moi le reste je m'en fous complètement. On parle que ça marque le point chez nous, tout le monde s'en tape en fait. Point, on parle d'eux. D'eux, ils donnent le sentiment... Bah oui, on parle d'eux, la preuve, sinon... C'est vrai qu'on parlait rarement des Républicains depuis franchement, s'ils n'avaient quelques pas années. effectivement déposé ces deux propositions, on n'en parlerait plus. On ne parlerait que de leur division, et Dieu sait qu'elles sont grandes, et je ne crois pas que ce soit un remède, ce texte sur l'immigration, au syndrome de la division, mais en tout cas, on parle de point numéro 1. Point numéro 2, je ne vois pas comment, effectivement, les lignes rouges déposées de part et d'autre peuvent être abandonnées. Donc effectivement, contourner les règles européennes, déroger à certains accords européens, je ne sais pas comment Emmanuel Macron pourrait accepter ça. D'ailleurs, ça me paraît tout il à fait promène le évident. chien, comme le dit Françoise de Gaulle, mais il est d'accord avec certaines mesures de durcissement, mais pas du tout avec cette modification constitutionnelle. Il explique que c'est un Frexit migratoire. Oui, c'est ce que dit effectivement Gérald Darmanin. C'est pas complètement faux, mais en tout cas, quel que soit le jugement que l'on porte sur le nécessaire changement constitutionnel, les nécessaires dérogations pour pouvoir maîtriser la politique migratoire de son pays, de toute façon, c'est pas dans l'ADN. Allègrement en matière budgétaire, sans que jamais personne ne parle de Frexit. D'accord, Jean-Sébastien, mais c'est pas nouveau. Pas ça, le sujet. On n'imagine pas aujourd'hui Emmanuel Macron. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Emmanuel Macron n'acceptera pas. En revanche, l'accusation de Frexit, elle est absurde. Oui, je ne sais pas si elle est absurde. En tout cas, Emmanuel Macron, l'européen, c'est impossible. Mais je pense qu'il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura aucun accord. Donc on est tous d'accord pour dire que le truc est déjà mort-né. Alors, mais ce qui est grave, c'est quand même pendant ce temps-là, les Français attendent accessoirement qu'on se préoccupe vraiment de leur vie et qu'on ait une classe politique qui est incapable de répondre. Donc on en arrive à la conclusion, au seul questionnement qui vaille. Combien de temps tenons-nous dans cet étouffoir ? C'est impossible d'aller jusqu'en 2027 dans cet étouffoir. Ça fait même pas. Donc voilà. Non, mais si le gouvernement, si vraiment Emmanuel Macron revient toujours à la même histoire et la même proposition du fait il y a un an et Nicolas Sarkozy y revient, soit il y a un accord de gouvernement clair, ça veut dire que Macron accepte d'être un président de droite, allié à la droite, et comme ça, il peut gouverner. Oui, mais dans ce cas-là, il perd sa gauche, une partie de la gauche, il y aura quand même quelques-uns qui ne seront pas contents. C'est ce que j'allais vous dire. Et voilà, et il perd de l'autre côté. Avant d'élargir la majorité à LR, vous parliez de Sacha Houlié tout à l'heure, il faudrait déjà essayer de maintenir tout le groupe, comme on dit en football, le groupe qui vit bien dans la majorité, et ça, c'est pas possible. Sacha Houlié est très dur. Parce que ce sont les limites du en même temps. Les limites du en même temps. Depuis le départ, je pense que le en même temps est profondément toxique pour la démocratie. Nous avons besoin d'un clivage gauche-droite parce qu'il y a besoin que l'alternance paraisse possible. Et en plus, là, ça a été fait avec des débauchages individuels. À l'exception de François Bayrou, c'était un vrai accord politique entre le MoDem, et d'ailleurs, on voit que le MoDem a un groupe au Parlement, mais les autres, regardez, Édouard Philippe, il n'avait même pas de carte de parti quand il est devenu Premier ministre. C'est contraire à l'esprit des institutions. On a abîmé... Emmanuel Macron n'est pas responsable de l'état des partis. Les partis s'étaient abîmés tout seuls. Mais ce qu'il en a fait derrière, plutôt que d'essayer de reconstruire quelque chose en jouant uniquement des petites habiletés, en attirant, en appâtant les uns et les autres, et regardez, il y a un moment, ça suffit. Enfin, quelle est la cohérence d'ensemble, mais sur tous les sujets. La semaine dernière, regardez, Elisabeth Borne qui dit finalement, on comprend, vous savez, il y avait l'Assemblée Générale des actionnaires de Total. Elle dit, finalement, on comprend les activistes du climat, même s'ils respectent pas la loi. La même semaine, la France, au niveau européen, est revenue, pour le coup, et là, personne ne les a accusés de Frexit, en disant, non, la directive qu'on avait négociée sur les renouvelables, on n'en veut plus. Donc, elle est à Paris, elle dit, oui, il faut accélérer sur les renouvelables, et dans le même temps, son gouvernement, à Bruxelles, dit, non, on sort de la directive en question, on la renégocie autrement. C'est surtout les députés. On n'est plus dans la démocratie à ce niveau-là macronistes qui votent, d'hypocrisie. Mais les députés macronistes qui votent, à Paris, Emmanuel Macron en a plein la bouche de l'écologie, et à Bruxelles,
à Strasbourg, les députés macronistes votent contre toutes les réglementations sur la pollution. Mais même lui, un jour, il veut une cause environnementale. Le lendemain, elle dit finalement, écoute, oui, même si on sort de la loi, la cause est juste. Nous sommes dans le salmigondis général. Donc la question que nous devons nous poser, et on a en plus, moi je pense, chez les observateurs, une vraie responsabilité à pousser, à faire une analyse qui pousse dans le sens de il faut absolument libérer tout ça. On ne va pas continuer, tout le monde est bloqué, les Français sont bloqués. Non mais libérer, c'est quoi? C'est une dissolution et retourner aux urnes. Il faut retourner aux urnes d'une manière ou d'une autre, c'est un retour aux urnes. Mais je ne suis pas sûr que ça apporte une vraie clarté. Une dissolution, risque fort. Alors faisons un peu parce que ça risque fort d'aboutir à une majorité encore plus relative, avec un Parlement encore plus coincé, une politique encore plus bloquée. À un moment donné, nous devons revenir aux urnes. On ne va pas attendre 4 ans et on ne va pas attendre le défouloir des européennes où personne ne vote parce que tout le monde s'en fout. On ne va pas attendre les résultats biaisés. Alors que l'essentiel de notre droit les résultats biaisés des européennes, parce que vous voyez très bien qu'aux européennes, par exemple, c'est pas une élection pour Mélenchon, par exemple, mais c'est toujours depuis deux fois de suite Mélenchon qui arrive, ou en tout cas la France insoumise en vote utile, qui arrive à l'entrée du second tour. Donc on va pas attendre et se contenter de ça, ça n'est pas possible, ça n'est pas tenable. Il faut être raisonnable. Je pense qu'il y a un problème de raison, il y a un problème d'azimut, au sens premier du terme. Mais il y a un problème d'institution. On ne peut pas, tout ne peut pas être concentré. Non mais tout. Je relisais Jean-François Revel qui justement parlait de la manière dont les institutions de la Ve République étaient dysfonctionnelles. Emmanuel Macron, par sa personnalité comme par le contexte politique, aggrave les choses. À un moment, on est en train d'abîmer gravement la démocratie. Il faut réagir. Il y a les institutions, il y a la pratique des institutions. Bien sûr. Donc finalement, on finit par dire aujourd'hui, le général de Gaulle, quand même, c'était autre chose, en charge de l'essentiel, et il laissait un Premier ministre qui, effectivement, gouvernait. Donc, il y avait une majorité parlementaire et une majorité présidentielle. Et il laissait un Premier ministre. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'étonne, chaque fois Emmanuel Macron répond que les coalitions, ce n'est pas dans la culture de la France. Or, en fait, au lieu de faire un en même temps, il aurait dû faire une coalition, des accords du gouvernement. Et ça pouvait permettre à la France d'avancer. Et d'ailleurs, relativement faux, regardez la gauche et la droite. La gauche plurielle, c'était une forme de coalition. RPR, UDF, c'était une autre forme de coalition. On oubliait les grandes différences qu'il pouvait y avoir entre le RPR et l'UDF, que ce soit avec les chrétiens démocrates, avec les républicains. La gauche plurielle est une coalition, par exemple. Avant d'envisager une coalition sur la base d'une majorité macroniste, qui n'est même pas capable de présenter un texte immigration, puisque l'aile droite veut un texte dur et l'aile gauche le refuse. Donc comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir là-dessus? Ils vont s'en sortir comme toujours, je le dis, avec un 49.3 qui reste dans les tiroirs. Il peut encore l'utiliser. Il en restera effectivement dans la session parlementaire. Il reste dans la session puisque ça va être envoyé. Donc ça sera un 49.3. Il va s'en sortir en essayant de gagner du temps, en essayant, comme toujours, encore une fois d'occuper l'espace de quelque manière que ce soit pour essayer de s'accrocher au petit rebond de 1 ou 2% dans les sondages et là tout le cœur des turiféraires va tresser les couronnes de ce président qui s'en sort tout le temps. On sera complètement dans l'illusion d'optique, mais lui c'est ça sa stratégie. On embrouille tout. Vous savez, c'est vraiment l'enfant de François Hollande, Emmanuel Macron. On a dit alors Macron l'intellectuel et Hollande le joueur de bonneteau, mais il ne fait que ça, jouer au bonneteau. Par ici je t'embrouille, elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là, et donc je gagne du temps, j'essaie d'avoir 1 ou 2 sondages, j'ai quelques turiféraires dans le monde médiatique qui vont me tresser les couronnes, ça y est, le président qui s'en sort, il est courageux, etc. Et hop, en avant, c'est reparti, et ça ne donnera rien de la situation réelle d'effondrement de ce pays, d'effondrement démocratique. Et d'écœurement aussi, attention à taper sur la gauche en permanence, attention les bêtises sur Pétain, attention. On va en parler tout à l'heure, en troisième partie. Attention au lendemain que vous vous préparez. Vous ne pouvez pas aimer la gauche tous les soirs de premier tour de présidentielle en priant pour qu'elle vous sauve les fesses du Rassemblement national, ce qu'elle fait à chaque fois, et penser que ça va marcher une 3e fois. Jean-Sébastien Ferjou. Attention. Oui, mais moi je le dis depuis longtemps, je pense qu'on est dans un vrai problème démocratique et que, je me répète, mais une démocratie peut fonctionner qu'en étant une démocratie représentative. Nous aurions dû, mais collectivement, il y a une responsabilité des Français aussi, pas uniquement de ceux qui les représentent à un certain degré. Ceux qui nous représentent ne sont que le reflet de la société elle-même. Et il y a un moment, en même temps, je pense que c'était finalement le symptôme d'une société qui est très immature, adolescente, si on veut tout et son contraire. Ben non, la vie, ça marche pas comme ça. Parfois, il faut accepter des priorités, parfois il faut accepter que, j'en sais rien,
sur l'immigration, oui, vous devez, si vous voulez vraiment obtenir telle chose, vous renoncez à telle autre, et on ne peut pas avoir tout et son contraire en même temps. Emmanuel Macron, finalement, s'est mis à la hauteur de cette société française qui est dans l'illusion qu'on peut avoir un peu tout, et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on a ? Rien. Et donc, on finit par voter, parce que notre mode de scrutin produit ça, par celui qui est en position non pas centriste, mais centrale, parce que c'est la solution de statu quo. Voilà. Puisqu'on est convaincu par personne, continuons à rien faire. Sauf que pendant ce temps-là, le pays, justement, s'effondre. On le voit, les hôpitaux, on voit l'éducation nationale, on le voit partout. Le vote du second tour n'est pas Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de la situation politique actuelle, et pourtant, collectivement, nous restons bloqués sur ce statu quo. On ne peut pas imaginer si pour la 3e fois en 2027, on a un second tour opposant Marine Le Pen à je ne sais qui. C'est quand même, ce sera une catastrophe absolue. Un désastre, absolument. Ça sera un désastre Personne n'ira sauver le candidat de la démocratie. Qui ira sauver ou n'ira pas sauver le candidat de la Marine démocratie. Le Pen n'est pas le candidat de l'antidémocratie. Non, mais chacun pense ce qu'il veut dire. Chacun pense ce qu'il veut. On aura le débat tout à l'heure. Non, mais au bout du compte, c'est vrai que le réflexe, le vote républicain, tout c'est fini. Je veux dire, il n'y aura plus de réflexe. Mais parce que qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Question que je pose. Voilà, ça n'a plus de sens pour la plupart des gens, et personne n'ira effectivement peut-être sauver le ou la candidate qui se retrouvera face à Marine Le Pen. Arlette, ça n'a plus de sens parce que il s'étiole, il s'effondre, il s'effrite. Mais ça n'a plus de sens parce que nous sommes dans la trahison. Excusez-moi de vous le dire. Moi, je suis une femme de gauche. Non, mais moi, par exemple, la gauche trahie par celui qu'elle sauve. Mais la gauche trahie par celui qu'elle sauve en pensant qu'il aura un peu de hauteur d'esprit pour ne pas oublier qu'il a fait roi. Mais il oublie tout le temps. C'est ça le sujet, si vous voulez. Si vous oubliez le programme social de Marine Le Pen, votez pour elle. Ça suffit. Avec le programme social de Marine Le Pen, ça ne m'intéresse absolument pas. Tout ça, c'est des fadaises. Jacques Chirac 2002, c'était exactement la même problématique. Il avait oublié qui avait voté pour lui. Il a quand même donné Jean-Pierre Raffarin d'une certaine manière. C'était autre chose. C'était quelque chose de plus apaisant. Et vous pouvez pas comparer la personnalité de Jacques Chirac et celle d'Emmanuel Macron. Bis repetita, errare humanum est, perseverare et diabolicum. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait encore un clivage gauche-droite sur tous les postes. Non, mais moi, je n'ai pas envie d'entendre ça. Je vous dis juste qu'à un moment donné, mais la politique, c'est aussi les blessures que vous infligez. Les blessures, vous ne pouvez pas prendre comme stratégie. C'est la deuxième fois, est encore pire que la première, comme la stratégie de taper sur ce que vous considérez comme l'extrême gauche, en gros, qui va du NPA jusqu'au vert, et en miroir, montrer à quel point finalement le rassemblement est les plus responsables. Vous ne pouvez pas faire ça dans un pays où vous avez des millions de gens qui votent pour des gens de gauche. Ça n'est pas possible. Vous aussi des millions de gens qui votent pour le Rassemblement National. Vous êtes toxique si vous faites ça. Le Rassemblement National, on va en parler tout de suite. Merci pour ces explications fort instructives. On se retrouve très vite pour la suite des opérations. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. Arlette Chabot, Françoise Degois, Jean-Sébastien Ferjou pour la troisième et dernière partie de notre débat, la passe d'armes entre Emmanuel Macron et sa première ministre Elisabeth Borne autour de Marine Le Pen. Alors, je récapitule, invité dimanche de Radio J, la première ministre y a livré un véritable réquisitoire contre le RN. C'était du musclé, on l'écoute. Est-ce que vous voyez dans le Rassemblement National un parti républicain ou est-ce que vous y voyez toujours le parti héritier de Pétain ? Vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors, maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain ? Oui, également héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil ? Je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti, et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Une charge en règle donc sur les origines historiques et idéologiques du parti fondé par Jean-Marie Le Pen en 1972, si ma mémoire est bonne. Mais hier, le président Macron, il lui a répondu en Conseil des ministres. Il a longuement disserté sur la bonne façon de lutter contre le RN. Voilà ce qu'il aurait dit selon le Parisien, je cite, « Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle, pour Marine Le Pen, donc que ce sont des fascistes. » Qu'est-ce qui se passe, Arlette Chabot, entre Macron et Borne ? C'est un peu tendu, si j'ai bien compris.
Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Une relation SM. Tout le monde a compris, évidemment. Alors après, il y a des interprétations différentes ou des comptes rendus un peu différents. Je pense que ceux qui ont fait sortir cette information ne sont sûrement pas des amis, évidemment, d'Elisabeth Borne. Et en même temps... L'entourage du président, disons-le très clairement. Et deuxièmement, on ne peut pas dire non plus que l'Élysée dit « mais pas du tout, le président n'est absolument pas... » Bon, voilà. Si le président avait quelque chose sur ce sujet, en tout cas, à reprocher à Elisabeth Borne, ils déjeunent ensemble une fois par semaine. Ils auront l'occasion d'en parler. Ils auraient l'occasion d'en parler discrètement, n'étaient pas obligés, effectivement, que cette différence, cette divergence sorte. Après, on peut reprendre des spéculations sur, mais alors, combien de temps va-t-il encore la supporter après la liste des différences, des divergences sur l'immigration, sur le 49.3, etc., etc. Après, la question revient à comment combattre le Rassemblement national. De même que pendant, moi qui suis un peu âgé, pendant combien de temps on s'est interrogé sur comment, évidemment, réduire la progression du Front national. Donc là, effectivement, il y a une interrogation. Moi, j'ai connu l'époque où des politiques ne parlaient pas à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'était pas invité. Après, il y a eu des débats. Après, ils se sont parlé. Après, Marine Le Pen est arrivée. La dédiabolisation, etc. Résultat, où là, je trouve, que le président de la République n'a pas tort, c'est que, je mets de côté, évidemment, ou plutôt je réaffirme l'idée qu'il faut toujours rappeler l'origine des partis politiques. C'est bien évident, et les filiations. Mais on est bien obligé de dire que c'est vrai que les condamnations morales n'ont jamais fait reculer le Rassemblement national ni le Front national. Sinon, on ne serait pas dans cette situation d'aujourd'hui. Et je pense que l'argument, d'ailleurs, avait été utilisé il y a 20 ans ou 25 ans, de se dire, regardons quel est le programme et attaquons le programme, critiquons le programme. Et je pense que aujourd'hui, c'est à côté de l'histoire, il y a toujours la même volonté, le même souci de déconstruire ce que dit Marine Le Pen ou de montrer qu'elle n'a pas de programme, pas de proposition, on l'a dit sur les retraites, et surtout qu'elle ne pourrait jamais gouverner et n'aurait jamais de majorité pour gouverner ce pays. Ça, pour moi, c'est fondamental. Alors, en gros, 2 angles d'attaque. 1, le rappel de la filiation historique. 2, la déconstruction du programme. Sur le plan historique, elle a raison, Elisabeth Borne, de rappeler que la matrice historique du FN, c'est le regroupement de différents courants. Mais bien sûr. Les catholiques traditionnalistes, les nostalgiques de l'Algérie française, et aussi ceux du pétainisme bien et de la sûr. collaboration. Elle a 100% raison. Moi, je signe, c'est quand même rare que je signe de A jusqu'à Z ce qu'a dit Elisabeth Borne. Elle a absolument raison ce qu'elle a dit chez vous. Elle a absolument raison de le dire. Elle l'a très bien dit. Elle a très bien fait de rappeler les origines. Après, on peut changer le nom, on peut changer la marque. La réalité, c'est que, ne parlons pas de Marine Le Pen, mais parlons de son écosystème. Vous élisez Marine Le Pen, vous élisez aussi un écosystème. Et cet écosystème, il n'est pas flambard. Et elle a raison. Après, Emmanuel Macron, on n'est pas obligé d'avoir un président qui fait du café du commerce. L'idée de gna gna gna, on combat pas le Front National avec des trucs moraux. Il fait ça, le président, il fait ça parce qu'il envoie des signes, tout simplement. L'ambiguïté. Des signes, très clairement, aux électeurs. Bien sûr, il envoie des signes au Rassemblement national. Excusez-moi, quand moi je pense ce que je crois, quand on est. Encore une fois, c'est le vide sidéral d'Emmanuel Macron. On ne peut pas être cet homme qui dit mon Dieu, on combat le Rassemblement national, et être le même, si vous voulez, qui donne les consignes très strictes aux élections législatives, de surtout pas appeler à faire barrage au Rassemblement national quand il y a un candidat de la NUPES. C'est Emmanuel Macron qui donne ces consignes. C'est Emmanuel Macron qui accepte qu'on élise des vice-présidents à l'Assemblée nationale. Mais très clairement, pour vous, il y a une complaisance de Macron à l'égard de parce qu'il pense qu'il est le plus malin et qu'il va arriver à les contraindre. C'est encore le péché d'orgueil. C'est Emmanuel Macron qui reprend les mots les plus toxiques. C'est Emmanuel Macron qui fait savoir qu'il appelle Éric Zemmour en pleine campagne présidentielle ou avant. C'est Emmanuel Macron qui parle de Pétain. C'est Emmanuel Macron qui pense que en mélangeant tout, que tout est dans tout, à la fin, il sera l'homme le plus riche du cimetière. C'est lui qui pense ça. Et d'abord, quel intérêt? Donc, il fonctionne de cette manière-là. Pour moi, c'est une perversion politique. C'est une façon de fonctionner qui est extrêmement perverse. Elisabeth Borne a raison. Là où je rejoins Arlette, c'est de dire on combat pas le front, mais se taire et laisser tout passer au nom du fait de ces propos de café du commerce, c'est pas comme ça qu'on va le combattre, non, il faut le dire, il faut le rappeler inlassablement, on le combat en le déconstruisant et en rappelant qui est le Rassemblement national. Pas d'accord, Jean-Sébastien Ferjou.
Non, mais incontestablement, le Rassemblement national est né, ou le Front national à l'époque, est né d'une partie de cette extrême droite-là. Mais je pense que la vraie matrice, c'est la guerre d'Algérie. Il y avait aussi des gaullistes, vous savez, des gaullistes de 1940 qui étaient en 1972. Donc déjà, historiquement, c'est un peu absurde de le résumer comme ça. Et surtout, ça ne veut rien dire pour les électeurs d'aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Le Rassemblement national s'est construit justement sur la guerre d'Algérie, par opposition au gaullisme. Sur les guerres perdues, est-ce que ça même parle l'Indochine. encore à quel électeur ça parle encore aujourd'hui? Donc je pense que sur le fond, Emmanuel Macron a plutôt raison, sauf que je ne comprends pas pourquoi il le dit sous cette forme-là, pourquoi il le dit en Conseil des ministres, pourquoi il éprouve en permanence le besoin d'humilier les gens qui travaillent avec lui, parce que c'est une humiliation très claire de la Première ministre. Et encore une fois, ça ne s'inscrit pas dans les institutions, mais il avait fait avec Édouard Philippe aussi. Souvenez-vous, le jour à la fin du confinement où Édouard Philippe devait faire son discours à l'Assemblée nationale, il avait même appelé lui-même des éditorialistes pour dire « ouais, l'autre il gère que son risque, et puis avec lui, vous seriez encore confiné jusqu'à la Saint-Glinglin ». Mais ça n'est pas respectueux de l'esprit des institutions. Enfin, ça n'est quand même pas que lui. Elisabeth Borne est censée être la chef de la majorité parlementaire. On a oublié qu'il y avait une majorité parlementaire, en tout cas que les institutions sont construites comme ça, mais c'est quand même ça. Et donc, moi, je trouve ça quand même particulièrement gonflé de, en permanence, s'en prendre au Rassemblement national en disant que c'est un danger démocratique, en fermant les yeux sur le danger démocratique de ceux qui habillent. C'est pas parce que le Rassemblement national peut représenter un danger, ça le peut, ça je n'ai aucun doute là-dessus, que pour autant, les autres, à commencer par ceux qui prétendent détenir le monopole de la raison, ne soient pas aussi un danger démocratique. Et enfin, arrêtons. Enfin, est-ce que les Français, ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé en 1940 ? Oui. Non, mais c'est là où vous vous trompez. Il faut oublier l'histoire. Arrêtez de penser que les Français sont des cons. Mais ils ne sont pas des cons. Inquiétez-vous de l'électorat jeune. Il y a un enjeu démocratique majeur qui a à voir avec le fait de reprendre le contrôle de notre destin. Je vous dis juste que l'électorat jeune, je connais cet argument. D'abord, l'électorat, les jeunes, ils ont en majorité voté pour Mélenchon, pour Macron et aussi pour Le Pen. Arrêtez de penser que les jeunes sont des andouilles et que les Français sont des crétins. Arrêtez de penser qu'ils ne savent pas ce qu'est Pétain. Arrêtez de penser. Mais c'est ce qu'on vous dit. Non, pas du tout. Ils font la distinction entre Pétain et Marine Le Pen parce qu'ils voient bien que ça n'est pas la même chose. Je voulais juste dire qu'en plus de ça, il y a une dimension qui est particulièrement sale, je le dis, de la part d'Emmanuel Macron sur Elisabeth Borne, sur la question de Pétain. On sait qui est Elisabeth Borne, on sait sa judéité, on sait cette humiliation. Non, mais allons jusqu'au bout. En plus, on est dans le bon endroit pour le dire. Moi, je trouve que c'est dégueulasse de la part du président de la République de ne même pas avoir cette délicatesse par rapport à toute l'histoire d'Elisabeth Borne. Non, mais sérieusement, c'est juste du respect. Mais sérieusement, le premier à brandir Pétain, c'est Emmanuel Macron. Comprenez ce que je veux dire? C'est cet homme joue. Je comprends pas comment des gens aussi intelligents et aigus que vous ne compreniez pas dans quel délire nous sommes en train de tomber avec ce président. Honnêtement, on est dans une... Un mot. Vous parliez de café du commerce en parlant des propos d'Emmanuel Macron. Oui, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut constater, c'est que cette diabolisation, cette façon de renvoyer en permanence le parti Le Peniste à ses origines, ça a beau être vrai, ça marche pas. Ça fait 40 ans que ça ne marche pas. Oui, c'est pas vrai. Je pense que ça bloque le perron et la marche suprême. Moi, je pense que ça bloque la marche suprême. Ce qui bloque, c'est le nom de Le Pen, voilà, qui bloque toujours. Ça, c'est juste. Je pense simplement que la référence à Pétain, c'est vrai que... Alors moi, je condamne tout à fait par rapport à la personne d'Elisabeth Borne. Ça, je trouve que c'est désagréable avec son Premier ministre. Et désagréable vis-à-vis d'elle, je trouve de son histoire, extrêmement et c'est très, comment dire, c'est très choquant sur ce plan-là. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, encore une fois, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui, on est dans un autre monde, sinon on va se retrouver. On peut faire les deux, mon capitaine. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut rappeler, mais aujourd'hui. Pétain, ça parle pas à grand monde dans ce pays. Je pense que vous vous trompez. En 2023. Au-delà du fait de donc il y a d'autres sans doute menaces liées à l'extrême droite. François, au-delà du fait de le rappeler, est-ce qu'on dit aux Verts, à Europe Écologie Les Verts, vous êtes alliés avec les Verts allemands ont été créés par des gens qui venaient du cœur de la matrice nazie. Mais je sais très bien, je connais parfaitement le millefeuille. Vous rappelez en permanence à Jean-Luc Mélenchon, ses amitiés avec Chavez. Non mais arrêtez. On est complètement chez les... Entendez-vous, nous débattons depuis des années ensemble. Vous êtes en train de... Oui, Pétain, ça parle... Vous passez votre vie à rappeler... Vous passez votre vie à rappeler les origines chavésiennes supposées
de Jean-Luc Mélenchon parce que vous pouvez pas le... Non, c'est vous parce que vous pouvez pas le blairer, mais Marine Le Pen, il faudrait prendre des pinces et pas rappeler d'où elle vient, qui sont ses copains, avec qui elle va, ça vienne. Mais je n'empêche personne de parler. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Marine Le Pen. On était sur une question qui est est-ce que c'est efficace politiquement? Moi, je pense que ça va. Non, mais moi, je pense que c'est efficace. Je pense que c'est efficace. Depuis 40 ans, qu'il s'agisse de rappeler l'histoire du RN ou du FN ou de déconstruire ses propositions, ça ne marche pas. On a eu une Marine Le Pen qui est passée de Jean-Marie Le Pen de 18% au deuxième tour de la présidentielle de 2002 ça pose une question politique. Ça pose une question politique. Si ça fonctionne, parce que le pouvoir suprême, elle ne l'obtient pas. Voilà, donc ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne pour partie. Ça fonctionne pour ça. C'est aussi un piège, parce que si on fait abstraction, je vous dis pas qu'il faut l'oublier, mais si on regarde quand même comment fonctionne la démocratie c'est le fait de faire confiance aux électeurs, aux citoyens en pensant qu'ils sont majeurs. Si vous considérez que les citoyens sont prêts à tous les emportements venus, vous ne croyez pas vous-même à la démocratie. Après 1945, on a voulu protéger la démocratie justement d'emportements populaires. Hitler n'a jamais gagné la majorité, c'est le chancelier à l'époque qui l'a nommé d'ailleurs, c'est toujours important de le rappeler, c'est pas en soi la démocratie qui a dysfonctionné, ce sont les gens. C'est encore autre chose. Oui, mais sauf que la conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'on a tellement verrouillé la démocratie qu'on a fini par restreindre totalement le champ de la souveraineté populaire, par mettre des autorités administratives indépendantes dans tous les sens, par mettre des verrous constitutionnels, juridiques, etc., et qui font que les Français ont l'impression que quand ils demandent quelque chose d'assez simple sur l'immigration, sur l'économie, sur machin, on leur répond « Ah ben non, c'est pas possible ». Et cette question-là, elle est fondamentale. Il y a plusieurs manières d'abîmer la démocratie. On peut l'abîmer en ayant des références parfaitement toxiques, nuisibles, nauséabondes, tout ce que vous voudrez, par rapport à une certaine filiation idéologique du Rassemblement national. On peut aussi l'abîmer en oubliant ce que doit être la démocratie, ça doit être misé sur le fait que les gens sont des adultes. C'est juste, Françoise, intéressez-vous aux alliances de Marine Le Pen encore aujourd'hui, intéressez-vous à ceux qui composent le Rassemblement. Il vaut mieux en parler, je veux dire que je pense que... Mais moi je m'y intéresse, on n'arrête pas d'en parler, tous les gens... Non, mais Françoise, je dis intéressez-vous, c'est pas une accusation personnelle, informez les Français, informons les Français sur les relations, l'écosystème de Marine Le Pen. Qui est autour, quels sont les amis qu'elle a conservés. Encore avec la manifestation. C'est ça qu'il faut faire. Mais on est bien d'accord, mais moi je suis d'accord. Ça me paraît beaucoup plus aujourd'hui. Si, je pense que ça parle plus à l'opinion d'aujourd'hui, en 2023, que de refaire Pétain. Moi je crois que Pétain, alors je ne suis pas d'accord avec vous, je pense que Pétain est un trou noir, une sorte de vortex pour le pays, qui n'a jamais été réglé fondamentalement. Je pense que ça n'a pas été... Non, les Français n'ont pas regardé leur histoire, les Français n'ont pas regardé la drôle de défaite, les Français n'ont pas été au bout de la... Ils n'ont pas été au bout de cette histoire. Moi, je suis absolument persuadé de cela. Les Américains ne sont pas débiles. Ils voient très bien que Trump est un personnage qui ne paye pas ses impôts, qui est absolument misogyne, pour ne pas dire agresseur. D'ailleurs, il a été condamné. Tu parles de ça ? Mais je vous le dis, parce que pourquoi le veulent-ils malgré tout pour lui? C'est pas qu'ils ne le voient pas, c'est pas qu'ils n'ont pas entendu que l'establishment leur disait c'est un personnage détestable, grossier. C'est parce que c'est la seule solution politique pour avoir ce qu'ils veulent. Le sujet dans une élection, c'est à quoi sont contraints les électeurs pour avoir ce qu'ils veulent. Si d'autres partis avaient moins joué les vierges effarouchées dès qu'on leur parlait d'immigration en disant là c'est du fascisme, etc. Regardez le programme UDF-RPR des années 90, il était plus dur que le programme du RN aujourd'hui. Alors ça c'est faux parce que ça a duré 9 mois. Donc arrêtez de dire, vous avez tous la même théorie. Je me suis engueulé avec Bilger là-dessus. Oui, le programme du RPR, vous répétez tous en boucle la même chose. On en est là parce que la gauche a intimidé, c'est à cause de la gauche. Bien sûr, c'était Mitterrand. Bien sûr, c'était la faute à Mitterrand. Maintenant, c'est la faute à Mélenchon. Mais non, c'est la faute de la droite. La gauche a joué sa partition. C'est la faute de la droite qui s'est laissée juste un mot sur la dernière campagne. On a les opposants de Marine Le Pen et notamment Emmanuel Macron au premier chef a tenté de déconstruire son programme. Il l'a notamment fait lors du débat. On voit que elle a quand même atterri à 42%. Alors, il y a beaucoup de elle gagne jamais la marche suprême. Quand vous avez des gens, elle ne gagnera pas la marche suprême. Non, et parce que sauf effectivement. Vous savez, il y avait un truc qui était affreux. Je ne vais pas faire. Alors là, pour le coup, je ne vais pas faire l'insulte à Marine Le Pen de dire Le Pen égale Hitler. Là, ça, c'est de la débilité. Le point Godwin. En 1936, c'était plutôt Hitler que le Front populaire. Vous avez des gens aujourd'hui extrêmement équilibrés qui vous disent si vous avez la gauche un peu radicale face à Le Pen, eh bien moi je voterai Le Pen. Raphaël Enthoven, le premier. On entend ce genre de conneries. Non, on entend ce genre de folie dans la bouche de gens extrêmement équilibrés. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Vous comprenez bien plutôt
Le Pen que le Front populaire. Ce sont les mêmes ressorts qui sont à l'œuvre. Et moi, je vous dis, ça n'est pas anodin, cette affaire de Pétain. Parce que je pense que nous n'avons pas réglé cette question. Pas plus que nous avons réglé l'antisémitisme. Il est de bon ton de dire que l'antisémitisme... C'est autre chose, Françoise. Laissez-moi finir. Que l'antisémitisme, effectivement, a changé de registre, qu'il est plutôt que Marine Le Pen n'est plus antisémite et que l'antisémitisme se situe à l'extrême droite. Je pense que l'antisémitisme à l'extrême droite existe encore. Je pense que l'antisémitisme de la droite et l'extrême droite existe encore. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas... On n'est pas obligé de faire... Il existe aussi à l'extrême gauche. Mais bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord. Pour moi, l'antisionisme est un antisémitisme. C'est une femme de gauche qui vous le dit. Donc, mais je crois vraiment que cette question-là de Pétain, si elle soulève autant de passion, c'est parce que je vous le redis, ce point-là de l'histoire des Français n'est pas encore réglé. Et ça n'est pas avec un président joueur, un gambler, comme Macron. Peut-être qui soulève autant de passion, Françoise, c'est qu'une majorité française se prononce régulièrement à toutes les élections en disant nous voulons plus de contrôle sur les flux migratoires et qu'on leur répond ah ben non, pour X raison c'est pas possible, c'est pas possible. Et il y a un moment, vous voyez bien que ça pousse aussi les gens à aller vers des solutions. Ils s'intéressent pas à l'histoire du Rassemblement national, qui est une partie de l'électorat qui peut-être se sent inspiré par cette histoire crypto-fasciste, raciste, etc. Ça n'est pas la masse de l'électorat RN aujourd'hui. Et en prenant ce prisme-là, on ne comprend pas la situation politique du pays. Vous pouvez pas la nier. Merci à tous les trois, Arlette Chabot, Françoise de Goua, Jean-Sébastien Ferjou pour vos explications lumineuses et vos éclairages. On continuera la semaine prochaine. Nous savons tout du groupe Biot qui tient le sort du gouvernement. C'était sportif, c'était musclé. Nous savons également tout de la grande offensive de la droite sur l'immigration, de la polémique Macron-Borne sur la bonne stratégie face au lepénisme. On se retrouve nous mercredi prochain, 21h. On aura le temps de se reposer et de récupérer après cette passe d'armes. Nouvelle édition de Ça reste entre nous en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique. C'est nous les meilleurs, pourtant on n'est pas invités la semaine prochaine. Comme d'habitude. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion, surtout vous Françoise. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine.